C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va continuer maintenant avec le Togo. On parle de l'année 2023. Quelles sont les attentes pour cette année? Bien évidemment, dans quelques heures, on va franchir le seuil de cette année. Avant peut-être de parler des attentes, toujours avec mes deux invités, Kosigan Akwete et Moïse Nyofam Mani, on va essayer de revenir un peu sur 2022. Moïse Nyofam Mani, quels ont été au niveau du Togo, au niveau national, les faits marquant de 2022 pour vous? Quelques faits marquants. Honnêtement, je n'ai pas trouvé un fait aussi marquant. Pour moi, l'année a été, voilà, ce qu'elle a été. Il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de promesses au niveau du gouvernement qu'on n'a pas senti. Il y a eu bien évidemment une certaine léthargie qui continue d'ailleurs au niveau de l'opposition togolaise et de la société civile, où véritablement au niveau de la société civile, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est devenu une foire où chacun vient faire un peu son one-man show et après on disparaît, ou bien on revient avec un autre nom, etc. Vous avez même des gens qui sont responsables de plusieurs associations. Quand ils écrivent un communiqué par le biais de telle association, aujourd'hui, demain, c'est pas l'autre, etc. Donc, voilà, je n'ai pas senti véritablement qu'il y a eu quelque chose de marquant dans notre pays. Par contre, je pense que la pauvreté n'a pas véritablement reculé. Je pense que ça n'a pas reculé. Et j'ai plutôt l'impression, quand je vois un peu comment les autres pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, se préoccupent un peu de la situation des salariés, avec l'amélioration des SMIC, avec tous les avantages qu'on a accordés aux travailleurs à un moment donné dans ces pays. Quand je compare avec ce qui a été fait au Togo, je dis, nous avons du chemin et il faut vraiment se réveiller. Parce que, honnêtement, vous savez, nous avons été frappés en plein fouet par la pandémie à coronavirus qu'on a essayé tant bien que mal de gérer dans notre pays. Et nous étions aussi en crise politique parce que nous sortions des élections présidentielles. Alors voilà, pour la Covid, à un moment donné, le gouvernement a exhorté les entreprises, etc., à recruter les gens, à conserver les travailleurs, etc., etc. Mais je dois dire que l'État togolais lui-même m'a étonné quand je prends par le secteur informel avec la DOSI, où tout le personnel était licencié. Le personnel a reçu un courrier le 27 janvier qui lui disait que il y a eu une réforme qui est sortie en décembre et que par rapport à cette réforme-là, ce décret du président de la République, que voilà, les emplois seront touchés. Alors, une semaine à peine après, on emmène les lettres individuelles et vous êtes licencié. Et on vous dit simplement qu'une mission va passer, va fermer les portes. Donc, en moins d'un mois, vous, salariés dans le public, même si vous êtes contractuel, vous vous retrouvez à la maison. C'est une cinquantaine de personnes qui y travaillaient. Et toutes les portes sont fermées, les agences sont fermées, on a tout barricadé, tout enlevé. Ces personnes vont dire quoi à leur famille? Des gens sont malades actuellement. Des gens n'arrivent pas à se soigner actuellement. En ce mois de décembre, je ne sais pas comment certains ont essayé de se reconstruire d'une manière ou d'une autre, mais la plupart aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur famille? Alors imaginez-vous si c'était une entreprise privée qui fermait les portes comme ça, qu'est-ce que l'État irait lui dire? Et sans aucun respect des procédures. Je vous assure qu'il n'y a jamais eu de discussion entre la ministre qui est chargée du secteur informel et du FNFI. Il n'y a jamais eu de discussion entre elle et le personnel. Jamais. C'est pareil. On a licencié des gens au niveau du FNFI également. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes sont incompétentes? Et l'inspection du travail a été saisie. L'inspection n'a jamais mis les deux parties ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut arranger les choses. On parle seulement de paiement de droits. Quels étaient les salaires, les niveaux de salaire? Et quel droit a pu être payé? Et combien de mois après? Avec des engagements que les gens ont à la banque. Et donc, ils ont saisi la médiatrice de la République. Elle a interpellé la ministre. Elle n'a pas répondu. Elle a relancé. Elle lui a donné même un ultimatum de 15 jours. Je crois qu'elle a réagi finalement 20 jours après, par courrier, et sans aucune
rencontre entre les deux parties, la médiatrice dit que le dossier est clos. Voilà. Donc, quand on me demande quels ont été les faits marquants en 2022, je dis qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire. J'ai vu plutôt l'État abandonner des salariés sur le carreau pendant que des privés se battaient pour continuer à tenir avec leur effectif et même à recruter un peu plus. C'est vrai, Nkosiga Nkoité, quand on revient un peu sur cette année qui est en train de finir, ce n'est qu'un pan que vient d'évoquer Moïse Nyofamani. On ne peut pas dire véritablement que ça a été une année heureuse pour les Togolais. Pas du tout, tout le monde le sait, parce que à peine cette affaire de Covid qui nous est tombée dessus n'a pas fini par faire alors ses dégâts. Il y a la guerre en Ukraine qui a aussi appauvri tout le monde, appauvri le monde entier, pas seulement le Togo. Seulement que la réactivité de nos gouvernants n'a pas été à la taille du besoin fondamental du Togolais. Ça, il faut le reconnaître, parce que c'est vrai, il y a eu de beaux discours, il y a de très bonnes notations avec les organismes internationaux financiers et tout, mais ça ne se sent pas dans le panier du ménagère. Vous allez constater que même cette affaire de Novici qui a été allouée au faible entre-temps, est-ce que l'État a fait alors a demandé à voir dedans, est-ce que les bénéficiaires ont eu droit vraiment à ça, le nombre identifié, est-ce que cela a été servi? Je crois qu'il y a une faiblesse pour notre État, c'est demander des comptes. C'est-à-dire quand vous mettez des gens sur des projets qui alors concernent le denier public, il faut que ces gens-là, après avoir alors exécuté le projet, rendent compte que vous voyez dedans, est-ce que c'est bien fait. Maintenant, quand je voudrais tomber aussi dans l'attribution des marchés, aujourd'hui, c'est vrai, l'État se bat pour qu'il y ait des créations d'entreprises, qu'il y ait des jeunes start-up, que des marchés leur soient attribués. Mais comment ces marchés-là sont attribués? Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. Dans toutes les directions, dans toutes les officines de l'État où on passe des marchés publics, on sait qu'il y a des cadres qui sont là-bas, qui sont des concurrents directs à ceux qui doivent venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont aussi leur société et souvent, c'est à leur société que la grande partie de ces marchés-là y vont. Maintenant, il y a aussi une règle, ou peut-être, oui, une règle qui a été mise dans l'attribution des marchés, c'est c'est de présenter une note de bonne exécution de marché. Oui. Voilà que vous venez de créer votre entreprise. Peut-être que c'est le premier marché que vous allez exécuter. Vous n'avez pas encore le papier de bonne exécution d'un marché public. Ça voudrait dire que de facto, vous ne pouvez pas avoir ce marché-là. Or, avant d'avoir le quitus fiscal, il faut sortir au moins 65 000 après les frais des CFE. C'est vrai que les entreprises se créent à foison aujourd'hui au Togo, mais est-ce combien survivent combien survivent? Il y a aussi ça. Il faut voir ça. Maintenant, pour nos femmes, qui alors sont obligées de s'adonner aux microfinances, est-ce qu'elles s'en sortent vraiment? Pas du tout. Et puis, il y a quelque chose qui m'a blessé la fois dernière, c'est comme nos mamans qui sont ministres ne sentent pas de douleur ou ne portent pas leur consoeur dans le cœur. La fois dernière, notre Premier ministre, Mme Dogbe, a visité les chantiers au Grand Marché. Mais c'est plus de 2 heures de 2 ou 3 heures de non-activité. Les gens ont été bloqués parce que la sécurité a mis tout le monde au pas. Or, moi j'ai dit, c'était même une occasion pour elle de déferler dans les foules, causer avec alors ses consoeurs, alors avoir de leurs problèmes, discuter avec eux. C'est aussi ça la réalité. C'est aussi ça. C'est vrai que la sécurité est importante, mais c'est aussi une manière de prendre langue avec ses consoeurs pour voir leurs difficultés. Moi je dis, nos gouvernants sont un peu loin des populations. Ils ne rentrent pas dans la population, ne serait-ce que pour causer. Vous savez, quand vous êtes chef de famille et que vous causez avec les membres de vos familles, vous les écoutez. Même si vous ne leur trouvez pas tout, le simple fait de les écouter les apaise parfois. Combien de nos ministres rentrent chez eux, dans leur village, au cours des week-ends, ne serait-ce que pour aller voir, ne serait-ce que pour aller écouter, ne serait-ce que pour aller expliquer ce qu'ils font.
C'est aussi ça, la réalité. C'est pourquoi je tire chapeau ici à l'honorable Dissenou, qui la fois dernière m'a encore surpris, je pense que c'était le jeudi passé, au cours de distribution des vivres aux déshérités. Il dit, dès que on a fini l'élection des maires, il a fait tout Yoto. Il a recensé les cadres de toutes les communes qu'il a mis à la disposition des maires. Ok, voilà, celui-ci, il est ici, il est financier, celui-ci est ça et ça. Si vous avez besoin des projets qui puissent permettre à ce que la vie soit allégée à vos populations, veillez travailler avec eux. Ben, il est déçu que jusqu'alors, aucun maire n'a décroché son téléphone pour les appeler. Pour parfois parler du budget communal, on n'invite même pas la population. Or, c'est la population qui sait ce dont elle a besoin. Alors, quand il y a un monsieur comme ça, dans la préfecture de Yoto, qu'on appelle Dissenou, qui fait ce travail pour mettre les filles et fils ensemble, pour parler de développement. La fois dernière, il a dit, ce pourquoi Yoto est sale, Yoto ne bénéficie pas peut-être des infrastructures, des usines qui sont implantées là-bas, c'est parce que ceux qui sont élus vont négocier directement leur propre avantage avec alors l'investisseur. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire quand l'élu qui représente la population va négocier pour sa poche, l'État ou les autres ne peuvent plus rien. Qu'aujourd'hui, il suffirait que les gens de Yoto comprennent que l'intérêt général est supérieur à l'intérêt propre. C'est pourquoi d'ailleurs lui dit, dans les élections à venir, que les chapelles politiques prennent ceux qui sont prêts à défendre la cause générale, que la cause personnelle, que c'est ça qui nous tue. Maintenant, si nous prenons un peu nos forces de défense et de sécurité, la fois dernière, je l'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas que je paie à noir les sacrifices que l'État consent à leur entretien. Mais je dis, il faut leur faire plus. Parce que vous savez, quand on dit ça tire, ils sont les seuls qui sortent pour aller alors dénicher celui qui tire et le maîtriser. Pour nous, notre sécurité. Bon, c'est eux qui sont armés. Mais je ne refuse pas. Mais vous savez, il leur faut aussi des entretiens. Oui, bien il leur faut aussi d'offrir le moral. La fois dernière, le Bénin l'a fait, comme l'a dit. Le salaire du militaire béninois a été revu à la hausse. Et puis, ils ont mis des conditions alors attrayantes de travail. Genre où, quand ils veulent sortir, même pour les patrouilles, il y a peut-être quelque chose qui est donné à chacun. 5 000 ou 2 000, ce qui leur permet de ne pas faire de la corruption en cours de route, parce qu'ils ont déjà quelque chose dans la poche. Ici, quand on crie, les policiers, ils prennent l'argent chez les émisants, ils prennent l'argent chez les taximens. Mais quand eux veulent aller sur la route, combien on leur donne, comme per diem le jour-là, pour ce travail-là? Il faut aussi ça. Moi, j'ai dit... Ils ont aussi leur salaire. Ouais, il faut aussi que tout le monde arrive à vivre de son salaire, à se contenter de ça. Il y a l'Assemblée nationale qui a voté les tests du statut du personnel policier. C'est pas encore mis en application. C'est le décret d'application qui reste. Alors, vivement que le gouvernement prenne alors ce décret d'application pour permettre alors aux ayants droit de bénéficier du travail dangereux qu'ils font d'ailleurs pour notre sécurité. Ensuite, je voudrais aussi remercier des bienfaiteurs qui viennent de Luxembourg. Je ne vais pas passer sous silence. M. Badek Benyo et toute son équipe qui, alors, cette année, ont fait des dons qualitatifs et quantitatifs aux déshérités togolais. Je voudrais aussi remercier Mme Jacqueline Amiviaka qui a pesé de tout son poids, surtout durant le temps de Covid, à aider pratiquement toute la région maritime. De ses propres moyens. On va tourner. Alors, ce que vous avez dit, je pense qu'on note quelque chose où vous rejoignez, c'est que 2022 n'était pas une année tendre. Ce n'était pas une année tendre parce que déjà, dès l'entame de l'année, quelques mois après, il y a déjà eu la situation Covid qui a un peu compliqué la vie des Togolais. Et puis, les prix des denrées qui ont flambé et qui continuent de flamber jusqu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que vous avez senti une présence de l'autorité, en dehors des communiqués bien sûr, qui annonçaient des descentes sur le marché? Est-ce que ça paye? Est-ce qu'aujourd'hui, ces prix sont maîtrisés? Non, pas du tout. Pas du tout. Les prix ne sont pas maîtrisés. La preuve, je crois que hier, quelqu'un disait que
le poulet que nous avons l'habitude d'acheter, qu'il y a des poulets aujourd'hui à 9 000. Hein, J'ai lu ça quelque part, ça m'a fait rire parce que les poulets ne viennent pas d'Ukraine. Voilà, ça ne vient pas d'Ukraine, mais nous avons beaucoup de... Vous savez, pour la provende, pour quelqu'un qui a fait l'expérience aussi dans le domaine, pour la provende, nous utilisons beaucoup de produits. Et lorsque le maïs, le soja et tout le reste coûtent cher, les poissons et autres, c'est vraiment difficile pour les éleveurs aujourd'hui de pratiquer des prix qui soient moins que cela. Parce qu'eux aussi, ils ont d'autres contraintes. Vous savez, c'est comme quand je prends le vulcanisateur. On va dire, mais lui, c'est juste de l'air qu'il pompe. Oui, sauf que lui, il a aussi des engagements qui ont augmenté parce que ailleurs, il y a le carburant et les autres frais qui l'embêtent beaucoup. Donc, véritablement, les prix ne sont pas maîtrisés. Et c'est ce qui me désole parfois lorsque je constate qu'il y a plus de bruit ou du moins de discours. Mais dans la réalité, chacun sait que ce n'est pas ça. Et on s'en contente, on ne dit rien. On continue de faire comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on peut se demander, même les mécanismes qui ont été mis en place et tout, ce n'est pas que les mécanismes mis en place pour aider les populations sont forcément mauvais en soi. Non, mais c'est peut-être la manière de les gérer, la manière de les évaluer également. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable mission qui a évalué des projets? Vous savez, le FNFI par exemple, avec les 30 000 et tout ça. Moi, quand on me dit que les 30 000 ne valent rien pour une femme, je dis non, ça vaut quand même quelque chose. Parce qu'une dame qui fait de la bouillie devant sa porte, 30 000, c'est beaucoup de choses. Oui. Par contre, est-ce que 30 000 mis ensemble ne pouvaient pas créer autre chose? Ne pouvaient pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire d'une autre manière? Aujourd'hui, les microfinances, en tout cas pour celles que moi je connais, se plaignent beaucoup de ce que le fonds FNFI ait détruit carrément leur portefeuille. Mais quand vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., les résultats qui sont présentés ne sont pas forcément les résultats que les gens sont en train... Donc moi je pense que l'État togolais, le gouvernement, le président Faure lui-même peut dire, bon ok, je demande peut-être même avec la contribution de l'Assemblée, qu'on fasse par exemple un audit de tout ce secteur-là, qu'on fasse un audit du ministère du Développement, qu'on voit un peu au niveau du ministère de l'Agriculture, pour qu'on n'arrive pas à maîtriser les prix, pourquoi les engrais, pourquoi tout ça est cher, etc., etc. Et on essaye de faire quelque chose. Et je pense que le président, à un moment donné, va devoir descendre lui-même sur le terrain pour aller faire certains constats. Mais je voudrais revenir au sacrifice quand même que certains font dans le pays. Il y a des fonctionnaires qui font beaucoup de sacrifices, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, que nous apprécions beaucoup. Les forces armées, on ne cessera jamais de le dire, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe au nord de notre pays. Je crois que c'est beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices qui se font. Et je pense qu'il faut véritablement créer aussi un comité de gestion de ce terrorisme-là, peut-être comme on l'a fait pour la Covid. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous avez vu que pour la Covid, par exemple, les astreintes pour les médecins et tout ça, on a eu des primes, etc. Il faut qu'on mette ces choses-là en place pour les militaires. Il faut qu'ils sachent qu'il y a telle disposition qui est prise pour que, à chaque fois qu'ils doivent aller sur le terrain, etc., ceux qui sont plus au front, qui puissent. De l'autre côté, je crois que, et j'ai apprécié quand même l'hôtel du 2 février qui a commencé quelque chose. Vous savez, le terroriste, quand il veut frapper, il sait aussi frapper des endroits les plus stratégiques. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez à l'hôtel du 2 février, quand vous voulez entrer, vous allez voir que vous êtes contrôlé. Mais au-delà, vous avez des scanners où on filtre, on veut voir un peu ce que vous avez dans vos sacs, dans les colis, dans tout ce que vous avez. Vous avez même le portique que vous passez. Vous verrez à l'hôtel du 2 février, si vous y allez ces jours-ci, vous verrez qu'il y a des jeunes gens, hommes et femmes, qui sont très bien habillés, en veste, cravate et tout, et qui très poliment vous aident donc à faire passer ce cordon de sécurité-là. Je voudrais saluer donc le directeur de la sécurité de l'hôtel, M. Kafechina, qui a beaucoup bataillé avec naturellement ces directeurs de l'hôtel. Et moi, je le dis pour que d'autres hôtels de renom où les Blancs passent souvent, etc., qu'on puisse rapidement trouver la société, je crois que c'est la société Tab Group Business qui fait ce service-là à 2 février. Moi, je pense que ce serait bien que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, avec le ministre
de la culture et du tourisme puisse réunir les promoteurs, surtout des grands hôtels, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, qu'on discute avec eux pour voir, avec des sociétés comme ça, comment on peut faire pour installer ces dispositifs de contrôle-là, pour que vraiment on ne puisse pas connaître quelque chose de waouh qui va nous surprendre tous. La panique. Alors, on fait le constat que sur le plan national, la vie n'a pas été très rose pour les Togolais en 2022, mais il y a peut-être un niveau où ça a un peu brillé, et c'est le ministre lui-même qui a fait le constat, c'est sur le plan diplomatique. Le patron de la diplomatie togolaise a dressé un bilan très positif de l'année 2022. Le Togo a été sous le feu des projecteurs. Oui, ça, je l'ai dit tantôt. J'ai dit, le Togo a eu des résultats sur papier. C'est ce que j'ai dit, des résultats sur papier. Mais est-ce que ce qui intéresse aujourd'hui le Togolais, c'est le panier du ménagère. Oui, même sur le plan économique, je crois que le Togo a eu des notations très encourageantes. Mais on ne sent pas, on n'a pas les ressentis de ces avancées, alors qu'ils sont constatés sur le plan macro. Nous voulons quelque chose de concret dans la main. Alors peut-être que déjà à partir du 1er janvier 2023, je vous l'apprends, ça va changer parce que le SMIC va passer à 52 500 francs dès le 1er janvier 2023. Ce n'est que une bonne chose à encourager. C'est une bonne chose. Et puis moi je dis que ça ne s'arrête pas là-bas. Il va falloir que le ministère de l'Agriculture soit moins technocrate, qu'il descende sur le terrain. Moi, quand je vois un peu de Soui, le ministre béninois de l'Agriculture, il est dans les champs. Comme dans les années 80, 90, au Togo, les encadreurs, c'est les encadreurs qui s'invitaient dans les champs et non le contraire. C'est-à-dire quoi? Qu'on identifie les zones qui productrices des espèces que nous consommons. Oui. Au Bénin, aujourd'hui, ils ont eu cette carte-là. Ils savent où le coton prospère, le maïs, le palmier à huile et tout. Il va falloir qu'on identifie ces zones et qu'on mette alors à la disposition des cultivateurs des semences qui peuvent alors, avec une petite portion de terre, donner beaucoup de production. C'est aussi ça. Quand on produit, on a forcément à manger. C'est aussi ça. Mais si aujourd'hui on produit le maïs ou on devait produire le sorgho, je pense quand même qu'il y aura aussi ce problème-là. Donc, il va falloir qu'on identifie alors la carte agricole du Togo pour pouvoir alors leur trouver aussi les semences améliorées pour une grande productivité. Et ça, c'est d'un. Deux, qu'on revoie un peu alors les caisses qui là, peuvent vous êtes déjà dans les attentes pour 2023. Les caisses qui doivent financer aujourd'hui les agriculteurs. On dit aux jeunes, allez cultiver. Mais aujourd'hui, on ne peut plus prendre la houe pour cultiver. Il faut alors trouver des mécanismes aux jeunes, comme on le fait au Bénin, où on peut les mettre ensemble, leur trouver des machines, alors pour qu'ils puissent produire et transformer ce qu'ils sont en train de produire. Ça va créer non seulement de l'emploi, mais de la richesse aussi à la nation. C'est aussi important. Et que, voilà, le pouvoir public s'ouvre plus aux Togolais. On a tendance à croire que tout est devenu fermé, technocrate, de sorte que tout se dit dans des grands séminaires, et puis la presse nous rencontre et c'est fini. Mais on veut voir les actions sur le terrain. Deux, quand on sort des sous pour peut-être reprofiler les voies dans nos préfectures, il faudrait qu'il y ait des suivis. Il faut que le ministère des Travaux publics délègue des ingénieurs pour aller vérifier les travaux. Parce que qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? On prend la voie, c'est là où il y a les crevasses. On remblait avec quelques camions de gravier et c'est fini. Les caniveaux ne sont jamais construits ou parfois ni évacués. Tout ça là font que quand vous allez à l'intérieur du pays, le déplacement est un problème, ce qui aussi est un problème pour écouler les marchandises des paysans qui produisent dans leurs champs. Il y a aussi ça. Il y a aussi des pots qui, alors, ont cédé il y a des nuits, des temps, dans nos préfectures, qui ne sont jamais reconstruits. C'est le lieu que l'État envoie, alors, les spécialistes des travaux publics pour aller, alors, identifier tous ces ponts-là, pour les remettre en place, pour permettre alors la circulation de ces marchandises pour le bien-être de nos populations. Alors, si aujourd'hui on fait par exemple, je viens de l'annoncer, le SMIC qui va passer à 52 500, j'étais en train de chercher les informations, mais je vais retrouver ça tout à l'heure. On a vu aussi le budget 2023 où un grand pourcentage est alloué au social.
Est-ce qu'on peut espérer que 2023 soit beaucoup mieux que 2022? D'abord, je voudrais saluer le SMIC qui a évolué de 35 000 à 52 500. L'année dernière, déjà, j'en parlais beaucoup ici et j'avais dit que ce serait bien que nous passions au moins à 50 000 et que cela permettrait donc à certains de mieux arrondir les angles. Donc, si cela est effectif, on ne peut que le saluer. Parce que nous continuerons de saluer les efforts quand il y a des efforts, mais qu'on nous permette également de dire lorsque cela ne va pas que véritablement il faut faire mieux. Maintenant, oui, le SMIC, mais comment est-ce que les entreprises vont pouvoir les appliquer? Surtout les entreprises privées. Oui. Nous avons aujourd'hui l'OTR qui met beaucoup de pression sur les entreprises. Les charges au niveau de la douane vraiment sont énormes pour les entreprises aujourd'hui. Nous avons le carburant qui est toujours à son niveau plus haut. Et s'il faut payer 52 500 au moins à un salarié, je me pose beaucoup de questions. Comment est-ce que cela va être vérifié? Au cas où une entreprise ne respecte pas, on lui fera quoi? Je me pose extrêmement beaucoup de questions. Cela... c'est comme, voilà quoi, vous avez quelque chose de bien qui vous arrive, 17 500 francs de plus, mais en même temps, vous vous demandez, est-ce que nos sœurs de Mechamina vont bénéficier de ça? Est-ce que nos frères et sœurs qui sont dans les mines, partout au Togo, vous avez plusieurs mines qui sont ouvertes aujourd'hui, notamment dans la région maritime. Est-ce que toutes ces personnes-là vont bénéficier de ça? Est-ce que les chauffeurs, personnels, est-ce que les ouvriers de part et d'autre, etc., est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de cela? Et quand le SMIC augmente, je pense qu'il faut penser aussi à augmenter un peu les aides et les bourses au niveau des étudiants. Parce que ce que nous subissons en tant que travailleurs, qui oblige à ce qu'on augmente un peu le SMIC, eux aussi le subissent. Je pense qu'il faut penser également aux retraités, qu'il faut trouver véritablement quelque chose pour augmenter un peu leur comment nous appelons, les allocations, les pensions de retraite, et pour les veuves également. C'est important de le faire et il faut que les ministres soient vraiment plus proches des populations. Il faut que vraiment les ministres soient plus proches des populations parce que parfois, quand vous voyez certaines choses, ça vous fait un peu rire. Vous avez l'impression que quand le chef de l'État doit venir quelque part, on habille des gens, on mobilise des femmes et des hommes, on leur écrit de très bons discours qu'il faut lire, on remercie pour tout et pour rien, et puis après on n'a rien du tout. Et le chef de l'État doit avoir maintenant son œil sur le terrain, mieux qu'il ne le fait. Il essaye de le faire, mais il doit le faire encore mieux pour qu'on puisse contrôler tout cela. Mais j'ai également un coup de gueule par rapport à nos populations nous-mêmes. Parce que le minimum que nous avons, essayons de le préserver. Vous savez, nous avons des infrastructures sanitaires, scolaires, qui ne sont pas forcément les meilleures du monde. Mais quand vous voyez de la manière dont nous les entretenons nous-mêmes, ce n'est pas bien. Je vais donner un exemple. Il y a une association qui s'appelle Peace Afrique, qui se démerde vraiment pour aider à construire les toilettes pour les élèves et tout ça. Ils ont construit des toilettes actuellement. Ils sont en construction, je crois, à Klassou. Mais également, ils ont réaménagé des toilettes au niveau de Bega. Alors, la surprise que cette association a eue, c'est que on a réhabilité le bâtiment et tout vraiment très moderne. Et 6 mois après, on constate que tout a été arraché. Tout a été arraché. Et même la direction de l'école ne peut pas dire ce qui s'est réellement passé. Les gens ont même pris des choses qu'ils ont amenées chez eux à la maison. Parce qu'on a laissé un peu une porte ouverte pour que des populations également... Vous savez que dans cette zone-là, beaucoup n'ont pas de toilettes à domicile. Vous imaginez? Vous regardez un peu ce que nous faisons de nos caniveaux. Regardez un peu ce que nous faisons même dans nos services publics. Vous entrez dans certains bureaux, vous avez de grandes dames, de grands messieurs qui ne peuvent pas essuyer eux-mêmes un peu leur table. Peut-être parce qu'on n'a plus d'agents d'entretien ou les agents d'entretien ne le font pas bien. Oui, ils ne le font pas bien. Qui gère ces personnes-là? Parce que le problème de l'entretien des locaux publics se pose. Se pose avec acuité. Si nos hôpitaux sont sales, ce n'est pour rien. Ça veut dire qu'on doit interpeller toutes ces directions-là pour prendre véritablement, que les responsables des ressources humaines prennent la mesure de la chose pour qu'on puisse assainir tous ces milieux-là.
Parce que ce n'est pas joli à voir lorsque vous recevez des étrangers et que vous devez aller avec eux dans certains bureaux, dans certains centres. Franchement, vous vous sentez vraiment mal. Conséquent à côté, le budget exercice 2023, c'est 1957,9 milliards de francs CFA. Je vous donne maintenant les détails. Il y a 48% de ce budget qui est consacré à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale, notamment le renforcement de l'inclusion et du développement du capital humain. On a également 35% du même budget qui est consacré à l'axe 2, l'appui au secteur productif pour le développement économique, et puis 17% consacré à la défense. Alors, donc, on voit une grande part du budget toujours dans le social. Le mandat social, il a commencé depuis le 3e mandat. Le chef de l'État est dans son 4e mandat. C'est toujours sous le sceau du social. On va finalement mieux le sentir, ce social, en 2023. Oui, vivement, mais vous savez, c'est ce que je dis. Je considère tout ça jusqu'alors comme des intentions. Parce que par le passé, il y en a eu que les mêmes choses. Ce sont des intentions. Mais est-ce que la faisabilité va être faite? Est-ce que ça va être exécuté comme tel? Aujourd'hui, si nous prenons la gouvernance de notre président, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être trop exigeant sur les résultats. De ne pas sanctionner. De ne pas sanctionner. Vous savez, quand on prend peut-être, quand les gens, quand les Béninois ont commencé par traiter Talon de fou, mais après ils ont constaté que non, le gars veut du bien pour tout le monde. Aujourd'hui, les retombées viennent et tout le monde en profite. Donc il va falloir que le président de la République, bien que il entretient, c'est quelqu'un de bien, de social, mais ça en tant que père de famille, il faut aussi cette politique de bâton et de carotte parfois. C'est-à-dire qu'il faut être exigeant sur les résultats. Quand vous nommez quelqu'un à un poste, et vous devez lui confier un cahier de charge. Quand le cahier de charge n'est pas bien exécuté, dégagez-le, appelez d'autres personnes. On peut même faire venir alors des gens de la diaspora, ne serait-ce que pour alors exécuter un projet d'envergure nationale. Tout ce qu'on se dit là, est-ce que les ministères qui vont profiter de ces parts de budget vont l'exécuter? Si nous prenons par exemple le problème de l'éducation, le problème de santé, est-ce que l'argent qui leur sera donné va répondre, va aller faire ce pourquoi il est allé là-bas? Le renforcement peut-être des plateaux techniques. C'est ça le grand problème de nos hôpitaux aujourd'hui. Le plateau technique est pratiquement vide. C'est ça. Il y a aussi le problème de l'éducation. Le ministre Kokoroko a des idées, je dis, très géniales, mais est-ce qu'on va lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir conduire à bien tous ces projets-là? Voilà. Ensuite, je voudrais que le gouvernement prenne le pas sur les travailleurs, c'est-à-dire que périodiquement, qu'on appelle alors les syndicats des travailleurs pour discuter avec eux, sans qu'il y ait menace de grève ou quoi que ce soit. Qu'on les motive à travailler et que s'il y a entrée d'argent, qu'il y a bénéfice, qu'on puisse alors leur faire des primes, leur faire des augmentations de salaire sans qu'il y ait mouvement de grève. Je voudrais aussi ça, pour que la tension sociale aussi soit apaisée. Mais vivement que cette année-ci, là, dans tous les secteurs, le président de la République ait des cellules à la présidence qui puissent l'aider à contrôler ce qui se fait sur le terrain. C'est ça l'histoire. Si c'est un pont qui doit être construit, il faut que le pont soit construit selon les normes identifiées dans la passation du marché. Si c'est quelque chose qui doit être fait à l'intention des gens, vous savez, c'est bien de former les gens, mais quand vous les formez, que vous ne les accompagnez pas à alors pratiquer ce pourquoi vous avez formé, c'est comme de l'argent jeté par la fenêtre. Aujourd'hui, tous ces milliers de bacheliers, tous ces milliers de licenciés, de masters et tout, formés dans nos universités, servent à quoi? Ils partent. Voilà. Ils partent. L'année dernière, j'ai appris, excusez-moi de vous couper, l'année dernière, j'ai appris qu'il y a eu environ 600 personnes qui ont gagné à la loterie Visa au Togo et qui vont partir. Vous comprenez? Vous avez Campus France qui fait partir beaucoup de personnes. Nous avons perdu d'ailleurs une petite sœur la dernière fois, comme ça. Si le pays était vraiment bien, je ne dis pas qu'on ne doit pas aller se former à l'extérieur et revenir. Mais pourquoi nous partons ainsi? C'est parce que ça ne va pas.
c'est parce que ça ne va vraiment pas. Que vous avez des gens qui vont faire le Goethe Institute parce qu'ils veulent se former en allemand. C'est pas pour travailler, c'est pour partir. Campus France, je l'ai cité tout à l'heure. Donc, on doit se poser la question, pourquoi nous formons les gens et ils s'en vont comme ça? Nos médecins ne font que partir. Nos agrégés, les gens ne font que partir. Qu'est-ce qui se passe? Je salue par contre le travail que fait le ministre Kokoroko dans l'enseignement actuellement. Honnêtement, enseignement, université, même si je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il continue de cumuler les deux postes, je pense que ce monsieur a quelque chose à donner à ce pays. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait n'est pas bon à 100%, naturellement d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui sait là où il va. Voilà des gens en qui je pense que le président doit pouvoir toujours renouveler la confiance, mais pas forcément les laissant toujours au même poste, non. Vous savez, l'un des problèmes aussi de notre pays, c'est que les gens végètent trop au même poste. Et quand vous traînez trop là-bas, finalement, il n'y a plus rien de nouveau en vous. Ouais. Il vaut mieux les amener à un autre poste. Ils vont encore faire leur preuve là-bas. C'est très important de le faire comme ça. Sinon, ça ne va pas avancer. Mais véritablement, le côté social, le budget qui est alloué, etc., ce n'est pas vraiment ce qui nous... Voilà. Moi, je ne peux pas crier waouh. Je pourrais crier waouh lorsque je verrai que j'ai moins de gamins dans les rues, comme on le voit actuellement partout à Lomé. C'est un phénomène dont personne ne semble s'inquiéter. Ils veulent nettoyer vos vitres et public, tout. hein. Et ça, ils vont évoluer un peu parce qu'ils vont commencer par prendre la drogue, etc. Et ils vont devenir de véritables gangsters. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai apprécié le directeur de la police quand il disait, le colonel Akbaoul, que nous devons tous faire l'effort, ceux qui ont les moyens, d'installer les caméras de surveillance, d'éclairer nos propres devantures et tout ça. Et il y a plein d'agences aujourd'hui qu'on peut aussi solliciter pour faire le gardiennage, etc. Voilà. Il y a des sociétés qui font bien ce travail-là. Il faut vraiment qu'on arrive à ça. Mais, dans tout cela, qu'on ne fasse pas comme si l'État est en train de nous dire « Ah, je ne peux pas vous protéger, alors débrouillez-vous pour vous protéger. » Parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas les moyens de nous soigner convenablement. Pendant la Covid, que ça a commencé... D'abord, je parle du Premier ministre Komi Klassou qui nous a dit qu'on va nous acheter des scanners et qu'on en aura partout dans tous les CHR, je crois, et CHU. On n'en a jamais vu. Après, il y a la première ministre qui l'a promis également. Moi, je pense qu'il est temps qu'on installe au moins un scanner, véritablement un bon scanner neuf au CHU Tokoin. C'est-à-dire un au CHU Tokoin, au CHU Campus, un au CHU de Kara, et qu'au moins à Kara et au CHU de Sylvanus Olympio, on l'appelle plutôt maintenant, qu'on ait aussi au moins l'IRM, d'accord, pour nous permettre vraiment d'avancer. On devrait aussi attirer l'attention des pouvoirs publics sur nos privatisations. En principe, dans les pays qui alors cherchent à augmenter leurs finances, ils ont l'œil dans la privatisation. Mais tout est fait au Togo comme si on donne la vache à lait plutôt à l'investisseur. L'investisseur part avec tout. Je ne vois pas quelle entreprise aujourd'hui au Togo privatisée alors donne un ouf économique au Togo. Il n'y a pas. Ou aux salariés. Ou aux salariés, même pas. Mais en même temps, la privatisation, si c'est une solution à la mauvaise gestion des entreprises. En principe. Le privé gère mieux. C'est ce que je dis. Vous pensez vraiment le privé gère mieux quoi, en fait? Le privé gère mieux quoi? Je prends le cas de Sonatel. De Sonatel au Sénégal. J'étais là quand, alors, le Sénégal a concédé 51% de ses parts à Orange. Au Sénégal dans le temps. Mais les 49% que gagne l'État sénégalais a donné, continue par donner beaucoup de moyens au Sénégal sur le plan télécommunication. Aujourd'hui, si vous déposez votre demande de téléphone ou comment on l'appelle, ADSL au Sénégal le matin à 8h, avant 11h, vous êtes installé. Et depuis 2007, je vous dis, 512 kilobits, c'est à 11 800. Mais vous avez le téléphone sur lequel vous pouvez recevoir de l'appel. Maintenant, si vous voulez appeler, là, vous payez de la carte et vous appelez. Ça, Et puis, quand ça sort en France, quand il y a une technologie qui sort en France,
en télécommunication aujourd'hui par Orange, c'est déjà au Sénégal. Ce qui fait que cette même société, Sonatel, s'exporte aujourd'hui dans d'autres pays d'Afrique. Ils sont au Mali, ils viennent d'être au Bénin. Mais chez nous, je ne crois pas que le Malgache tient parole. Maintenant, sur beaucoup d'autres entreprises qui ont été privatisées, je ne vois pas l'État tirer le maximum de profit. Parce que, au fait, c'est parce que l'État s'est dit, OK, nos biens, mes cadres ne sont pas sérieux, ils ne peuvent pas faire la bonne gestion. Je donne ça à un privé pour maximiser mes profits. Mais, je dis, le profit là se retrouve dans la main de l'investisseur qui part avec tout. Et nous, même ceux de nos compatriotes qui travaillent dans ces entreprises-là sont traités comme, je ne sais pas, des moins que rien. Ça aussi, il va falloir que l'État réglemente ça. Parce que vous voyez, si je prends l'exemple de Wassem, l'usine là qui a été donnée à ces Indiens leur ont permis d'avoir plus de 7 usines ailleurs. Maintenant, le Togo gagne quoi dedans? Si eux, ils ont déjà eu plus de 7 usines, à partir de l'usine de Tablibo, l'État, normalement, doit aussi avoir beaucoup de retours. Mais est-ce que ça nous permet d'avoir alors tout ça? Ce sont ces ressources-là qui peuvent aider l'État à faire face alors à nos problèmes de santé, à nos problèmes d'infrastructures routières et tout. D'éducation et tout. Il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'on ne finisse. Moi, j'ai envie quand même qu'on évoque un autre dossier important pour 2023. Si tout va bien, ça doit être une année électorale. Oui. Ça doit être une année électorale et si vous ne le dites pas, je l'aurais abordé parce que nous sommes un parti politique et nous irons aux élections en 2023 comme tous les partis politiques d'ailleurs. Je crois que les gens ont tiré beaucoup de leçons de ce qui s'est passé en 2018 où volontairement ils se sont privés d'aller à ces élections. Maintenant, le vrai souci, c'est de nous demander est-ce qu'aujourd'hui nous sommes véritablement en ordre de bataille pour affronter toute la machine de UNIR et pouvoir gagner un peu plus de députés. Nous, vous parlez de toute l'opposition. Je parle de toute l'opposition. Je parle de toute l'opposition parce que on a trop d'intrigues entre nous. Vous avez suivi un peu le feuilleton oraison funèbre au décès de Patrick Lawson. Je crois qu'on pouvait se garder de ces choses-là et que de verser, voilà. Et puis, vous vous rendez compte qu'actuellement, nous avons toujours un problème DMK-ANC à la veille des élections. Ce n'est pas normal. Et je profite d'ailleurs pour dire qu'il est aussi temps qu'on libère quand même, par grâce présidentielle peut-être, ceux qui ont été emprisonnés à tort ou à raison pour des faits politiques, même dans le cadre des grèves des enseignants, etc. S'il y a encore des gens qui sont détenus, je crois qu'il y en a. Il faut vraiment... L'ancien ministre Dimon Auré également, oui. Et il faut vraiment que... Et que nous tous aussi, on sache quand même que c'est pas parce qu'on est politique qu'on doit ouvrir sa bouche et tout dire. Mais je pense véritablement que au moment où l'opposition est en recul, UNIR ne fait pas de bon non plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut une opposition forte dans un pays pour obliger les gouvernants à faire mieux. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui est affaiblie. Je peux même dire que UNIR contribue un peu à affaiblir l'opposition, d'accord? Mais en même temps, UNIR ne fait pas un grand bond en avant en termes de résultats qu'on peut apprécier pour que même des gens qui sont convaincus plus d'être de l'opposition se disent « Ah, si c'est comme ça, rejoignons plutôt le parti au pouvoir parce que nous avons des sauts qualitatifs. » On ne le voit pas. J'espère que 2023 va nous donner plus de chance. Sincèrement, en 2023, j'aurais souhaité que les choix des candidats soient basés sur des personnes qui ont le sens de l'intérêt général. Ceux qui sont prêts à mouiller le maillot, ne serait-ce que pour trouver... Bon, il y a beaucoup qui disent ça, mais après, quand ils sont élus... Aujourd'hui, c'est ça aussi le problème. Non, écoutez-moi, la faiblesse des partis politiques, c'est souvent ça. Ils prennent des gens, parfois ils comptent peut-être sur leur intellectualité, d'autres sur leur capacité financière, mais ces personnes-là ne connaissent pas le travail pour lequel il est élu. C'est aussi ça la réalité. Puisque, vous voulez parler de UNIR ou quoi? Oui, mais parce que c'est eux qui sont majoritairement représentés. C'est eux qui sont majoritairement représentés à l'Assemblée nationale
et au niveau des communes. Donc, quand vous le dites, politiques. est-ce que vous voulez nous dire qu'à je unir, parle- je c'est ce parle- qu'on considère? écoutez-moi, Moi, je ne sais pas. monsieur- Parce que nous n'avons que trois députés. Je parle Certains en ont 2, 3. Écoutez-moi d'abord. Mais quand vous dites Je les parle partis à tous les politiques, je dis à tous les partis politiques. vous pensez Pour cette véritablement fois-ci, que c'est comme ça prenez des partout? gens- Moi, je ne prenez vois des pas. gens qui iront défendre l'intérêt général. Comment les Bon, identifier? je sais que si Moïse vous Diofam comprenez? réagit comme Comment ça, les identifier? s'il réagit comme ça, c'est parce que son président est très présent sur le terrain. Moi, je dis, qui vous défend savez, les populations. il y a quelque comme chose- ça vous venez- également. vous venez de dire quelque chose qui est très pertinent. Il a été la Vous personnalité avez dit, politique de l'année si 2022. le chef de l'État selon veut beaucoup. visiter une localité, les ministres font habiller les gens avec des slogans et tout. Or, ça ne devait pas être ça. En principe, si vous êtes leader politique, vous devez être toujours avec votre population pour les écouter, connaître leurs problèmes. Et puis, il y a quelque chose que je ne remarque pas, c'est-à-dire la synergie de travail entre le député d'une localité et ses maires. En principe, le maire et le député de sa région doivent travailler en synergie. Parce que le maire doit donner les besoins des populations à ce député-là, qui, lui, doit venir l'insérer dans le programme d'investissement public PIP, qui permet à l'État de budgétiser ces besoins-là et faire du lobbying pour que la réalisation de ces projets soit Mais moi, je suis soit étonné faite. par ce que vous dites. Vous savez pourquoi je suis étonné? Non. Parce que la plupart des communes sont dirigées par des maires de UNIR. Les députés, majoritairement, sont de UNIR. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas? Parce que si on prend un député qui est de l'opposition avec une communauté où le maire est du pouvoir, on peut dire comprendre voilà qu'il y a que des clivages, venant d'horizons divers, ça peut être difficile. Mais quand majoritairement, vous avez UNIR au niveau de l'Assemblée, au niveau des maires, si ça ne va pas, c'est là où moi je me pose beaucoup de questions. Vous savez, Je m'interroge Monsieur, beaucoup. on fera en sorte que pour cette fois-ci, au niveau de UDIR, il y aura beaucoup de changements. D'accord. Et puis, On va rendre l'antenne, si vous permettez. vous-même, vous serez intéressé à Moi, je ne revenir à souhaite UDIR. pas qu'il y ait du changement chez UNIR parce que le changement ne m'arrange pas. Merci Moïse Diofam Mani. Bonne année à vous tous. Merci à tous. On se retrouve l'année prochaine.